Et bonjour à tous, dans cette vidéo je continue de corriger l'épreuve E3A MP 2026 avec vous et on va corriger la partie concernant les particules chargées, partie que je trouve particulièrement intéressante et qui pourrait servir dans d'autres concours. Donc comme d'habitude n'hésitez pas si vous n'avez pas traité le sujet à commencer par mettre sur pause, regarder le sujet, essayer de faire les questions avant de suivre mon corrigé. Donc ici en fait on a un exercice qui ressemble à l'exercice assez classique sur le spectromètre de masse. Donc on nous dit qu'à l'instant initial un ion non relativiste de charge positive, ça aura son importance, de masse m et de vitesse initiale qui est portée par Ex, arrive au point O, pris comme origine du repère cartésien. Cet ion entre dans un tube où règne un champ magnétique, uniforme et stationnaire de direction EZ, et on étudie le mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen, en négligeant le poids de l'électron. Donc dans un premier temps, on nous demande de montrer que la trajectoire de l'ion est contenue dans le plan OEX-EY. Et donc ici, on peut le faire de manière assez efficace en appliquant la deuxième loi de Newton, on en aura besoin dans tous les cas après, à l'électron, à l'ion, pardon, c'est pas un électron ici, dans le référentiel d'étude dont on nous a dit qu'il était galiléen. Et donc si on fait ça, on va obtenir que m dv sur dt, l'accélération de notre ion, est égale à la somme des forces. Et les forces que l'on a, c'est la force de Lorentz plus le poids qui est négligé d'après l'énoncé, et force de Lorentz, qui, comme vous le savez, est égale à Q, donc ici E, facteur de E plus V vectoriel B. Et comme on a uniquement un champ magnétique dans cette partie, ça nous fait E, V vectoriel B. Il n'y a pas de champ E ici. Or, on sait que B est porté par EZ, donc par définition du produit vectoriel, la force de Lorentz est forcément orthogonale à EZ. Et donc la force de Lorentz produit scalaire EZ est nulle. Donc maintenant, si je prends ma loi de Newton et que je la projette scalairement selon EZ, je vais obtenir que m dv sur dt scalaire EZ est égal à 0. Or, dv sur dt scalaire EZ, comme EZ est un vecteur constant, je peux le rentrer dans la dérivée, ça fait tout simplement m dvz sur dt égale à 0. Et comme la dérivée de la vitesse selon z est nulle, ça nous indique que vz est égal à une constante. Or, on sait que v0, la vitesse initiale, est portée uniquement par Ex, donc on en déduit que vz est nul, puisque à l'instant initial, la vitesse doit être portée par Ex. Et donc par suite, en intégrant temporellement, on a que z est égal à constante et égal à 0 par choix de l'origine. Donc on a bien un mouvement dans le plan OEX-EY. Justifier que le mouvement de l'ion est uniforme, préciser le sens du champ B permettant d'obtenir l'une des trajectoires. Donc pour cela, on va déjà copier nos trajectoires. Donc là, c'est la question 21. Voilà. Donc justifier que B est uniforme, on va appliquer un théorème de la puissance cinétique. Qui nous dit que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la somme des puissances des forces, et donc ici uniquement la puissance de la force de Lorentz. Et par définition de la puissance d'une force, ça nous fait force de Lorentz, produit scalaire, la vitesse. Mais comme la force de Lorentz, par sa constitution, qui est EV vectoriel B, est orthogonale par définition du produit vectoriel à V, eh bien la prise en produit scalaire de nouveau avec V va forcément conduire à 0. Et donc on en déduit que l'énergie cinétique est égale à une constante, autrement dit que la norme de V est égale à une constante, et donc ici on a bien un mouvement uniforme qui va se faire tout au long du mouvement à la vitesse. Attention, c'est une vitesse en norme, hein, norme de V égale V0. Ensuite on nous demande de choisir le sens de B. Bon, ben on a du coup initialement une vitesse qui est comme cela. On veut, pour obtenir une courbure qui se fait comme ça, évidemment avoir une force qui vient vers le bas.
Et donc, comme la force de Lorentz est égale à E V vectoriel B, avec E positif, eh bien, il faut que le champ B vienne vers nous en vertu de la règle de la main droite pour que V vectoriel B pointe vers le bas. Donc voilà pour cette question 21. Donc ensuite, on nous demande de déterminer deux équations différentielles reliant les composantes de la vitesse Vx et Vy, puis un découplage, une résolution. Donc là, on va partir sur la partie un peu plus théorique. Donc déterminer deux équations différentielles. Donc là, on se place à un instant t quelconque. Donc c'est la question 22. Donc à t quelconque, eh bien la vitesse, c'est Vx de t selon Ex plus Vy de t selon Ey, d'où la force de Lorentz. Donc, la force de Lorentz est égale à EV vectoriel B, et donc va être égale à E facteur de Vx de t Ex plus Vy de t Ey, produit vectoriel B, et on a vu que B était selon plus Ez, puisqu'on l'a orienté vers nous. Et donc par définition du produit vectoriel, Ex vectoriel Ez fait moins Ey, donc ça fait moins EB Vx de t selon Ey, et Ey vectoriel Ez fait plus Ex, donc plus EB Vy de t selon Ex. Donc ça c'est la force de Lorentz qu'on vient de déterminer entièrement. Et maintenant on reprend notre loi de Newton, et on sait que mdv sur dt est égal à la force de Lorentz. Et donc on a simplement à écrire la loi selon x et y, et on obtient que mdvx sur dt et mdvy sur dt, par projection de la loi de Newton, égale, selon Ex, on voit qu'on a EB Vy de t, et selon Ey, on a moins EB Vx de t. Et donc en divisant par m, et en faisant apparaître le oméga de l'énoncé, on a que dvx sur dt est égal à oméga Vy, et que dvy sur dt est égal à moins oméga Vx, où oméga a été pris comme étant EB sur m. Donc on a un système d'équations couplées, et l'énoncé nous propose de le découpler dans la question suivante en introduisant U qui vaut Vy plus JVx. Attention, ce n'est pas forcément la convention qu'on a l'habitude de choisir. Donc U, c'est Vy plus JVx. Et donc là, l'astuce pour découpler, eh bien, c'est tout simplement de calculer la combinaison linéaire 1 plus J fois 2, ce qui va me donner dvx sur dt plus J dvy, pardon, j'ai failli me faire piéger justement par leur notation, c'est Vy plus JVx, donc je vais faire 2 plus J fois 1, donc ça fait dvy sur dt plus J dvx sur dt, pardon, ça c'est pour le membre de gauche, égale moins oméga Vx plus J oméga Vy. On utilise alors la linéarité de la dérivée, et on se retrouve avec Vy plus JVx égale, et là on va factoriser par moins J oméga par J oméga, pardon, pour obtenir JVx, comme ça le produit des deux, le J fois J fait J carré, qu'il faut bien moins Vx, donc ça c'est bon, et plus Vy. Et là ça nous a permis de reconnaître Vy plus JVx qui est U, Vy plus JVx qui est U. Et donc on obtient que du bar sur dt est égal à j oméga u bar, ou encore, comme demandé dans l'énoncé, du bar sur dt moins j oméga u bar égale à 0. Et donc on a réussi à découpler notre système d'équations. Alors ensuite on va devoir résoudre en question 24, 25, 26. Le but maintenant c'est de réussir à la résolution.
Donc résoudre cette équation différentielle, on va commencer évidemment par la résoudre sur U. Donc là, on sépare les variables, on n'a que du sur U est égal à j oméga dt. Et en intégrant, c'est une équation classique, on va obtenir que U est égal à U0, E puissance j oméga t. Or, U0, c'est U de t égale à 0. Et U de t égale à 0, au vu de ce qui a été posé comme U, c'est Vy de t égale à 0 plus J Vx de t égale à 0. Et là, il faut se rappeler que la vitesse initiale, V0, c'est V0 selon Ex. Donc ça me dit que Vy de t égale à 0 est nul, alors que Vx de t égale à 0 vaut V0. Donc ça me dit que U0 est en fait égal à JV0. Et enfin, par suite, ça me dit que U est égal à JV0, E puissance J oméga t. Et je vais utiliser la formule de l'air, exponentielle J oméga t. Ça me fait JV0, facteur de cos oméga t, plus J sin oméga t. Et en multipliant, j'obtiens JV0 cos oméga t moins V0 sinus oméga t. Ça, c'est U. Or, U, vous voyez, il ne faut pas perdre de vue tout ce qu'on fait depuis le début, c'est Vy plus JVx. Et donc, deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, on identifie directement que Vx de t, c'est la partie imaginaire de U bar. Et donc, ça vaut V0 cos oméga t. Alors que Vy de t, c'est la partie réelle de U bar. Et donc, ça vaut moins V0 sinus oméga t. J'ai réussi à résoudre mon système. Je vais pouvoir en déduire les équations horaires x de t, y de t en question 25, tout simplement en intégrant. X de t, c'est l'intégrale, je vais primitiver directement de Vx dt. Et donc ça va me faire V0 sur oméga sin oméga t plus x0, plus une constante en réalité. Je vais appeler A. Or, on sait que x de 0 est égal à 0, est égal à V0 sur oméga sinus 0 plus A. Sinus 0, ça fait 0. Donc, on en déduit que A égale à 0. De la même manière, je primitive Vy pour obtenir Y. La dérivée du cos, c'est moins sin, donc ça fait directement plus V0 sur oméga cos oméga t, plus une constante A'. Et on sait aussi que par choix d'origine, Y de 0 vaut 0, et est égal à V0 sur oméga cos 0, plus A'. Cos 0, ça fait 1, et donc A' égale moins V0 sur oméga. Tout ça mis ensemble, on obtient que x de t est égal à V0 sur oméga sinus oméga t, et que y de t est égal à V0 sur oméga cos oméga t, moins V0 sur oméga. On a réussi. Des questions qui ne sont pas faciles, hein, si vous ne l'avez jamais fait. J'essaye de le faire proprement, mais voilà, si vous ne l'avez jamais fait, c'est normal que vous rencontriez un petit peu de difficulté. Et enfin, montrer que la trajectoire est circulaire. On a fait tout ça pour montrer que c'était circulaire. Donc il faut se rappeler l'équation de cercle, l'équation cartésienne d'un cercle. De centre O de coordonnées XO, YO et de rayon grand R. Bon, bah ça, c'est une formule de cours, il faut la connaître. C'est X moins XO au carré plus Y moins YO au carré égale R carré. Et donc, je vais me servir de ce que j'ai obtenu en grand X et en grand Y pour retrouver ce résultat. Et je me rends compte que X est égal à V0 sur oméga sin oméga t et que Y plus V0 sur oméga est égal à V0 sur oméga cos oméga t. C'est plutôt ça que je vais appeler X et Y. Et là, je vais faire tout simplement X carré plus Y carré. Et je vais obtenir que X carré plus Y plus V0 sur oméga au carré égale à V0 sur oméga au carré
sin carré oméga t plus cos carré oméga t. J'ai directement factorisé. Et là, ça a marché, pardon. On a reconnu sin carré plus cos carré qui vaut 1. Et on a bien notre équation de cercle, x carré plus y plus v0 sur oméga au carré égale v0 sur oméga au carré. Donc on a un cercle de centre 0 sur x moins v0 sur oméga et de rayon. C'est ça le but de la question, grand R égale v0 sur oméga. Et oméga c'est posé comme étant EB sur M, donc ça fait mv0 sur EB. On a répondu à la question. Voilà, c'était pas une question facile, hein, donc encore une fois, rassurez-vous, si jamais vous n'y êtes pas parvenu, il ne faut pas hésiter à s'entraîner pour réussir ce type de question. Donc là maintenant, ça va être plutôt une question d'analyse. Maintenant qu'on a trouvé le rayon, donc on nous dit en question 27 qu'on suppose que les ions ont la même charge et la même énergie cinétique initiale, c'est-à-dire la même vitesse initiale, associer les trajectoires 1, 2, 3 aux différents ions, à savoir des ions hélium, des ions légers et des ions lourds. Donc là, on a obtenu en Q26 que le rayon, c'est mv0 sur EB. Donc si E, B et V0 sont identiques pour les trois ions, eh bien R augmente si la masse augmente. Et on voit sur le graphe que R3 est supérieur à R2 et supérieur à R1. Les trajectoires sont des rayons de plus en plus grands. Donc 3 correspond aux ions lourds, puisque ce sont ceux qui ont la masse la plus grande. 2 correspond aux ions légers. Et 1 aux ions hélium, du coup, qui sont les plus légers de tous. Alors attendez, parce que j'ai fait une erreur. Ici, on me parle des ions hélium, qui sont des ions hélium 4, et des ions légers, dihydrogène et hélium 3. Donc attention, je vais aller un petit peu trop vite. L'hélium, c'est l'hélium 4. Donc la masse de l'hélium 4 est supérieure à la masse de l'hélium 3 et est supérieure à la masse du dihydrogène H2, ici, qui serait 2,2 en réalité. Donc finalement, je change. Les ions les plus légers sont là et les ions hélium sont intermédiaires puisqu'ils ont une masse un petit peu intermédiaire. Voilà. Calculer numériquement la durée de passage taux des ions hélium dans la zone de champ B, assimilable à un quart de cercle. Bon, ben, comme le mouvement est uniforme à V0, on a directement que taux, c'est un quart de cercle, donc 2πr sur 4, 2πr étant le périmètre, divisé par la vitesse V0. Ce qui fait donc pi r sur 2V0, ce qui fait pi fois mV0 sur 2V0 EB. Et les V0 se simplifient, et donc ce temps, il est égal à mpi sur 2 EB. On me demande une application numérique, calculée numériquement, donc je vais avoir besoin de faire l'application numérique, avec la masse du noyau d'hélium qui est égale à la masse molaire sur Avogadro, qui vaut donc 4-10-3 sur 6-10-23, puisque c'est ce qu'on me donne. On me demande de le calculer pour les ions hélium. Et ensuite, on est à 0,1 Tesla et 10-19 coulombs. Donc on peut tout calculer. Donc taux va être égal à 4-10-3 fois 3 pour pi, divisé par 2 fois 1,6 10-19 fois 0,1. Et j'oublie pas surtout mon 6-10-23 d'Avogadro. Là, on se rend compte que 2 fois 1,6, ça fait 3,2. Pi, c'est 3,14. Donc j'aurais pu écrire 3,2, ce qui me permet de simplifier cela. Il me reste du coup 4 sur 6.
j'ai 10-3 au numérateur et au dénominateur, j'ai 10-19 fois 10-23, ça fait 10-4 fois 10-1, j'ai 10-3 du coup. Et donc j'obtiens 2 tiers, donc environ 0,7 microsecondes ici, comme temps de passage. Et enfin, le rayon R est de l'ordre de quelques centimètres. Était-il pertinent de ne pas tenir compte d'effets relativistes? Donc on peut calculer V0 pour le vérifier. Puisqu'on sait que R, on a obtenu que c'était MV0 sur EB. Donc V0, c'est REB sur M. D'où V0, on peut faire le calcul. C'est de l'ordre du centimètre pour le rayon, donc 10-2 fois 1,6 10-19 fois 0,1, donc 10-1, divisé par la masse. La masse, on a dit que c'était 4 10-3 fois 6 10-23, qui est le nombre d'Avogadro. Donc j'obtiens 6 fois 1,6, qui fait à peu près 10. 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Ça, c'est pour les valeurs numériques. Et on obtient 10-2 fois 10-19 fois 10-1, ce qui fait 10-22. 10-22 fois 10-23, ça fait 10-1. Et avec le 10-3, ça fait 10-4. Donc on est à 2,5 10 puissance 4 mètres par seconde, ce qui fait que V0 est largement inférieur à C, qui est de 10 puissance 8, en ordre de grandeur. Et donc on est bien non relativiste, donc il n'y avait pas de problème. Donc voilà pour la correction de cette partie particules chargées du concours E3AMP 2026. J'espère que cette correction vous a plu, que j'ai été clair et que je n'ai pas fait d'erreur. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée à tous.